Bonjour Manu, tu es actuellement en route vers le Cap Horn. Comment se passe la course jusque-là? Eh bien, écoute, effectivement, le Cap Horn se rapproche et ça fait du beau au cœur parce que ça fait un mois maintenant que je suis dans les mers du Sud. Si tout va bien, si tout va bien, je reste prudent parce que je suis comme beaucoup de marins un peu superstitieux. On devrait passer ce fameux caillou, le Cap Horn, on va dire entre jeudi et vendredi. Écoute, ça va bien, ça va mieux qu'il y a 2-3 jours parce qu'il nous est arrivé une péripétie en fait où mon pilote automatique d'un seul coup, alors que je naviguais dans du vent assez fort et une mer très formée, on avait 35-40 nœuds de vent avec 6-7 mètres de creux et le bateau allait à une vingtaine de nœuds et d'un seul coup le pilote s'est mis à biper en alarme, il a tout lâché et je suis parti en vrac. Le bateau était couché sur l'eau, complètement couché, la quille à l'envers, etc. Enfin, donc, voilà. Et j'ai réussi à rétablir la situation, mais j'ai eu pas mal de dégâts suite à cette sortie piste où j'ai eu ma grand voile qui était déchirée, ma voile d'avant aussi, un chariot de grand voile qui était arraché. Enfin voilà, il a fallu réparer tout ça. Donc ça n'a pas été de mince affaire et moralement c'était pas simple non plus. Mais ça va beaucoup mieux. Maintenant tout est rentré dans l'ordre et je regarde devant et effectivement le Cap Horn est maintenant à moins de 1000 milles, à 850 000 au moment où je te parle, c'est-à-dire on va dire environ 1500 km. Donc dans 2-3 jours maximum, on devrait y être. D'accord. Comment tu t'es sorti de cette situation? J'imagine qu'en plus tu passes la majorité de ton temps sous pilote automatique. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les moments où tu reprends la main et puis comment tu as fait pour te sortir de cette situation sans pilote? Oui, c'était super compliqué. En fait, comme dans toutes ces situations-là, il y a un enchaînement de malchance. C'est-à-dire que mon premier pilote, on a 2 pilotes automatiques sur nos bateaux, parce que sans pilote, on peut rien faire. Hein. C'est vraiment le deuxième homme à bord. Donc, en fait, mon premier pilote a bipé et s'est mis en alarme. Donc, je suis tout de suite passé sur le deuxième pilote. Et ce qui s'est passé, c'est que le deuxième pilote, il y avait aussi un défaut, mais comme je m'en servais pas, je ne l'ai pas vu. Et en fait, le deuxième pilote a tiré la barre en grand, ce qui a fait que le bateau est passé sur l'autre ramure. Alors, on est parti, on avait la batte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, la voile est passée d'un seul coup d'un côté à l'autre. Donc, la grande voile, elle a traversé le pont avec une violence incroyable, parce que 40 de vent, 80 km/h de vent, c'est beaucoup. Et donc, c'est ce qui a fait se coucher le bateau. Il a fallu effectivement, du coup, j'avais plus de pilote, comment dirais-je, valide à ce moment-là. Donc on est un peu coincé tout seul parce qu'à deux, il y en a un qui peut tenir la barre et l'autre qui va éventuellement reciter le pilote, c'est-à-dire l'éteindre et le rallumer, ce qui a suffi finalement à le refaire repartir. Mais du coup, pour ça, il a fallu que je lâche la barre et pendant que je lâche la barre, le bateau faisait n'importe quoi et c'était hyper compliqué. Donc même si je suis rentré à l'intérieur pour éteindre et rallumer, et ça, il faut une quinzaine de secondes, le temps que ça se rallume. Et pendant ces 15 secondes, le bateau était voué à lui-même. Et c'est là, en fait, la voile s'est déchirée en battant au vent et le chariot de grand voile s'est arraché. Donc une fois que le pilote est redémarré, là, j'ai pu lui laisser la main et rétablir la situation. Mais c'était compliqué. Du coup, après, il a fallu que je me déroute vers une zone moins inventée pour réparer. Mais dans les mers du Sud, les zones moins inventées, il n'y en a pas énormément. Bon, j'avais la chance que j'avais un anticyclone pas très loin. Et il faut savoir que pour recoudre la voile, il y avait 5 degrés au moment où ça m'est arrivé. Il y avait encore 6-7 mètres de creux. Même quand on trouve une zone moins inventée, la houle, elle reste quand même dans ces zones-là. Donc ça a été 24 heures et demie après pour réparer, parce que évidemment il faut réparer. Donc recoudre la voile, on met des bacs, coller. On a des colles spéciales qui arrivent à coller même avec l'humidité et même le froid, heureusement. Donc il a fallu réparer tout ça, changer le chariot de la grande voile, ça veut dire enlever partie de la grande voile du sol. La grande voile sur nos bateaux c'est 150 kg. Donc voilà, c'est beaucoup d'efforts physiques évidemment. Alors sur le coup on s'en rend pas compte parce qu'on a l'énergie du désespoir un peu. Hein. On a quand c'est comme ça une force incroyable et en fait on réfléchit pas à ça quand on pense pas à l'effort et à du mal parce que c'est pas grave.
pareil, recoudre une voile, en voile, ça ressemble plus à du carbone qu'à du coton, hein. C'est vraiment très très épais. Donc, avec les aiguilles, on se coud une fois la voile, une fois les doigts. Donc, sur le coup, on s'en bat, mais le lendemain, en fait, on peut bouger, on perd plus de crampes de partout, on peut ouvrir les mains parce que, en fait, on est tétanisé. Voilà, c'est plein de choses. Et puis après, il faut reprendre confiance au pilote parce que, quand vous avez je fais comme ça une fois, on a l'œil dessus en permanence. Le bug sur le premier pilote, je ne comprends pas pourquoi. On est pas mal de coureurs à avoir eu des bugs comme ça. Il y a plusieurs raisons. Il y a le passage de l'antiméridien, il y a des fois dans les grains, dans les gros nuages, beaucoup d'électricité statique et qui peut faire des bugs comme ça parce qu'on a pas mal de capteurs en haut des mains. Donc voilà, ça peut arriver. Mais voilà, quand ça arrive à des moments où on va très vite et où il y a de la grosse merde, ça peut être dangereux. Voilà. Donc c'était un moment compliqué. J'imagine. Surtout que c'était ta deuxième avarie. Tu avais eu un souci sur ton safran il y a un mois à peu près. Oui, exactement. Juste avant d'entamer les mers du Sud, avant de passer le cap de Bonne-Espérance, effectivement. Donc, avant d'entamer les mers du Sud, au plus mauvais moment, je dirais, je me suis aperçu effectivement que j'avais des grosses fissures au niveau des safrans. Donc, les safrans, c'est ce qui sert à gouverner le bateau. Donc, c'est un des éléments les plus importants du bateau aussi. Et en fait, je me suis aperçu effectivement que j'avais des grosses fissures sur ces safrans. Donc, il fallait, là aussi, quand c'est comme ça, on a un gros coup de bambou sur la tête parce qu'on pense évidemment tout de suite on n'a qu'une peur, c'est l'abandon. Donc, il faut trouver une solution. Heureusement, je croise les doigts là encore, la réparation tient. Ça fait un mois maintenant que les safrans sont comme ça, sont réparés. Alors il y a d'autres fissures qui sont réapparues, mais plus petites. Et évidemment, je les suis comme le lait sur le feu. J'ai la réparation des safrans juste avant de prendre le cap de Bonne-Espérance. Et aujourd'hui, écoute, je croise les doigts. Et pour l'instant ça tient et je profiterai lors de la remontée de l'Atlantique, il y aura des moments plus calmes et plus chauds pour refaire une petite révision et éventuellement refaire une petite réparation un peu plus costaud, mais pour l'instant ça tient et ça pose un petit peu moins de soucis aujourd'hui, mais bon, je fais toujours très attention. Donc voilà, on est en permanence comme ça avec le matériel en train de faire vraiment très attention parce que les bateaux souffrent. On a eu des conditions très très dures pendant ce mois de navigation dans les mers du Sud. Tous les coureurs, même ceux qui sont passés par là plusieurs fois, ont dit que c'était un des plus durs dans la météo, dans la mer, qui est très, très, très agressive. Donc effectivement, les bonhommes souffrent, mais les bateaux énormément aussi. Oui, c'est sûr que j'ai eu avant-hier avec les pilotes, j'ai perdu du temps, mais pas énormément finalement. Mais celle qui m'a fait perdre le plus de temps, je me suis arrêté j'ai arrêté 24 heures le bateau dans un anticyclone pour préparer. Donc le temps que j'aille dans l'anticyclone, que j'arrête le bateau 24 heures, que je fasse les réparations, que ça sèche. Là, en fait, quand ça m'est arrivé, j'étais avec le groupe d'Arnaud-Boissière devant, donc il y a 1000 milles devant, grosso modo. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que quand c'est comme ça, on change de système météo. C'est-à-dire que les mers du Sud, c'est plein de dépressions qui se déplacent de l'ouest vers l'est. Et en fait, quand c'est comme ça, on change de système météo, on passe sur une autre dépression. Et en fait, ceux de devant partent avec un autre système. Et les gars en général se posent, ce qui est le cas. En fait, on va se dire, les groupes à la Noura, comment il s'appelle, Pipa, sont grosso modo 1000 milles devant. Donc voilà, c'est des cartes qui s'étaient creusées. Je pense que je pouvais espérer rester dans ce groupe si j'avais pas eu ce souci. Mais voilà, c'est comme ça fait partie. Malheureusement, ça fait partie de la course, on le sait, c'est le Vendée Globe. J'ai encore la chance aujourd'hui, il faut voir les choses positivement, d'être encore en course. On a eu comme il dit avant-hier, Isabelle Josh, qu'on connaît bien, qui faisait une super course et qui malheureusement a été obligée de déclarer son abandon suite à une case de Verratti. Donc voilà, il faut s'estimer heureux d'être encore en course et la course par elle-même pour d'autres tournures, mais c'est pas fini. Il y a la remontée de l'Atlantique. J'ai encore 3 bateaux qui sont à entre 400, 500 000 devant moi et 500 000 ça paraît beaucoup.
sur une remontée de l'Atlantique, il y a encore moyen de jouer. Donc voilà, faut rien lâcher, quoi. Faut être positif. Est-ce que la solitude est difficile à gérer là en ce moment? Écoute, honnêtement, il y a quelques jours, les mers du Sud, je commençais à en avoir plein la casquette, mais c'est pas tant la solitude que les mers du Sud, c'est vrai que passer un mois dans le froid, dans du vent fort en permanence, dans l'humidité permanente à 100%, c'est une humidité qui est vraiment permanente, hein, dès qu'on sort dehors. Alors moi j'ai la chance, on est plusieurs bateaux à avoir bien un petit chauffage soufflant qu'on ne met pas tout le temps, hein, qu'on met de temps en temps pour se réchauffer. Quand on va faire une manœuvre dehors, on met un quart d'heure, un petit chauffage soufflant là, pour se réchauffer un petit peu et sécher un peu les instruments. Mais sinon, on est en permanence dans l'humidité, on a le bonnet dans le bateau, et ça c'est hostile pour l'homme. Hein. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, c'est pas pour la femme, c'est pareil. Et en fait, c'est un milieu hostile pour nous. Et donc c'est compliqué. Après, évidemment, la solitude, je ne vais pas dire que ça ne me pèse pas. Il y a des moments où les proches me manquent, où les amis me manquent, où ma femme, ma fille, enfin voilà, évidemment. Mais ça, on le sait, psychologiquement, on est préparé. On est dans notre course, donc je ne suis pas tous les 5 minutes en train de me dire je m'ennuie, je suis tout seul. Ça, je le savais. Et puis, voilà, on le gère. Puis, je regarde plutôt devant, en disant voilà, j'ai déjà fait les 2 tiers du parcours. J'arrive au Cap Horn, si tout va bien, ma petite étoile continue à me suivre dans 2 jours, je serai Cap-Hornier. C'est incroyable, magique, quoi. Passer Cap-Horn pour un coureur, pour un marin, c'est juste le Graal. Le Vendée Globe, c'est le Graal, mais le Cap-Horn pour le Vendée Globe, je pense que c'est le Graal du Vendée Globe, le Cap-Horn. Même si après, la remontée, on sait qu'il y a encore un mois de course à peu près, c'est pas rien. Mais voilà, les mers du Sud, avoir franchi les mers du Sud, ce sera un moment émotionnellement fort, c'est sûr. Quand je passerai le Cap Horn, il y aura plein de choses qui remonteront à la surface et émotionnellement, ce sera très très fort. Donc je ne veux pas rouler les étapes, j'attends. C'est encore 2-3 jours, il peut se passer plein de choses en 2-3 jours, on le sait. En 3 secondes, le pilote peut biper et puis se mettre en vrac. Donc voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je ne l'ai pas passé. Il y a 900 000, à peine maintenant 850 000 devant moi. C'est 2 jours, c'est plus grand chose, mais c'est encore 2 jours de navigation. Faut rester concentré, il faut faire attention et puis profiter quand même des moments, quoi. Faut pas penser toujours au pire, mais profiter des bons moments aussi, parce qu'il y en a, hein. C'est des moments où quand on est bien posé, on a bien mangé, quand on est bien posé, qu'on est en forme, il y a des moments où on apprécie, on se dit je suis en train de faire le Vendée Globe, je suis là, il faut aussi des fois se poser un petit peu et essayer de voir les côtés positifs et de vivre le moment présent et de réaliser ce qu'on est en train de faire, c'est quand même important. En parlant de bons moments, j'ai vu que vous aviez échangé avec Jérémy Billou alors qu'il était juste derrière toi. Comment est-ce que ça s'est passé cet échange? Écoute, c'est assez magique parce que c'est vrai qu'en fait, on a les moyens effectivement entre coureurs d'échanger, hein, donc ça c'est top. Et effectivement, Jérémy, alors c'est peut-être un peu particulier parce que Jérémy, moi c'est quelqu'un que j'admire parce que c'est un des cadors de notre classe IMOCA, de la voile française, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un aussi de très très simple et c'est vrai que quand il m'a rattrapé parce que malheureusement c'est typiquement l'exemple, c'est que Jérémy c'est si ce n'est le favori, le grand favori de la course, et puis malheureusement il a eu son lot de misère, il a été retourné au sable et je trouve que c'est tout à son honneur de faire ce Vendée Globe au milieu de classement comme ça. Finalement pour lui il fait son 4e Vendée Globe. Il partait pour gagner, il va faire je ne sais pas combien, mais allez, s'il fait dans les 10 premiers, ce sera déjà beau. Et en fait, il est arrivé derrière moi, il m'a envoyé un petit message, et puis on s'est appelé à la VHF directement, parce que là, il était assez proche, donc on a pu se parler. C'était juste avant Noël. Donc c'est un bon moment, c'est un gars que j'admire, il ne connaît pas beaucoup, mais voilà, comment dirais-je, un respect et des sentiments qui sont partagés. Donc c'était un super grand moment. C'est des gens comme ça que je suis depuis longtemps et voilà, maintenant je fais partie de ces gens-là. Enfin, pour moi, ça a été très fort de parler à Jérémy. Puis après, on a échangé longtemps, encore hier.
hier m'a envoyé un petit message, savoir si ça allait, si voilà, qu'il avait passé le Cap Horn, me demandant comment ça allait avant de passer le Cap Horn. Enfin, voilà, c'est des moments d'échange avec Arnaud Boissière aussi évidemment, mais ça c'est un peu différent, on se connaît mieux, on se connaît plus. Samantha Davis, c'est pareil, quand j'étais encore amateur et que je suivais tout ça, je suivais beaucoup Samantha, et puis Samantha c'est devenu on échange aussi, on discute, c'est top. Il y a une solidarité entre skippers, là j'ai cité 3 noms, mais c'est pour tous, hein. Dès qu'il y a quoi que ce soit, un exemple, quand j'ai eu ma galère de pilote et de voile déchirée, j'ai eu je ne sais combien de messages pour témoigner leur soutien et disant d'avoir du courage, etc. Donc c'est des moments forts entre coureurs, une grosse solidarité entre nous. Oui, c'est ce que je vois. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Manu. Merci beaucoup.